Ok, donc maintenant le numéro 6. On est dans Rn, on a son produit scalaire et son orientation usuelle. On veut montrer que tous les n-1 vecteurs peuvent s'écrire de la forme le produit wedge de n-1 vecteurs très exactement. Et on nous donne un indice qu'on va utiliser. Donc la première chose à faire, avant d'attaquer directement la question, c'est peut-être de comprendre le sens de la question. Parce que je suis certain que plusieurs d'entre vous, vous vous dites, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a à montrer. Si je prends oméga, qui est un n-1 vecteur sur V, c'est quoi l'espace ici? Comment que je le comprends? Ça, c'est un choix de n-1 vecteur dans V. Donc, oméga, il serait égal à V1 jusqu'à Vn-1. Puis à ce moment-là, la question, elle est terminée. J'ai écrit oméga comme le produit wedge de n-1 vecteur. Ça, c'est ce qu'on veut montrer. Donc, en fait, ça ici, c'est pas toujours le cas. Donc, comment je l'expliquerais? C'est que, certainement, si on prend n-1 vecteur dans V, alors ça va nécessairement habiter dans l'espace vectoriel en question. Donc, c'est vrai que tous les éléments de cette forme-là, ils sont là-dedans. Par contre, la réciproque, si vous voulez, n'est pas vraie. L'inclusion inverse n'est pas vraie, dans le sens que si je pige un élément dans cet espace vectoriel-là ici, tout à fait au hasard, je ne sais pas qu'il s'écrit comme ça. Parce que la base de cet espace vectoriel-là, c'est les EI, avec I des ensembles qui sont dans 1 jusqu'à n, et la cardinalité de I est égale à n-1. Donc, c'est un espace vectoriel, ça c'est ma base, ça veut dire, tout ce que je peux dire, c'est que si je pige un oméga tout à fait au hasard qui habite c'est un n-1 vecteur, je peux l'écrire de la forme, ça va être une sommation, avec des lambda I, EI, sur toutes les I possibles. Et ça, c'est clairement pas de la forme qu'on cherche. C'est pas le produit wedge de n-1 vecteur, c'est une somme de produit wedge de n-1 vecteur. Donc, peut-être pour fixer les idées, on peut faire même un cas concret. On peut examiner tout ça, c'est juste pour comprendre vraiment qu'est-ce qu'il y a à prouver dans la question. Examinons un cas concret. On va prendre les deux formes sur R3, c'est ce qu'on connaît le mieux. Donc, si je prends oméga est égal à E1 wedge E2, je pourrais rendre ça un peu plus funky. Je vais mettre un 3 plus, on va dire, E2 wedge E3. Donc, ça, c'est une forme. En fait, je pourrais l'écrire aussi comme ça. 3 fois E à la I. Ça, c'est juste pour vous aider là, avec les indices. À ce moment-là, I va être égal à l'ensemble 1, 2. J va être égal à l'ensemble 2, 3. Ces ensembles-là sont de cardinalité 2 et sont inclus dans 1, 2, 3. Mais bon, on peut mettre ça de côté. Ce qui nous intéresse, c'est que cette forme-là ici, elle n'est pas de la forme wedge de deux vecteurs. Est-ce que je peux la réécrire? En fait, c'est la proposition qu'on veut faire, c'est qu'on peut toujours le réécrire. Donc ici, je vois que j'ai du E2, j'ai du E2 là aussi. Donc, je pourrais peut-être essayer de le condenser, de le compresser dans un seul produit wedge, puis d'étudier le fait justement que ça se distribue. Donc, ici, je vais y aller en tentant un peu. J'imagine que, en fait, je vais peut-être l'avoir du premier coup. Je pense que ça va faire la job. On va le distribuer.
En fait, on voit tout de suite que ça marche. Je vais avoir 3 fois E1 wedge E2 et moins E3 wedge E2. Et ça, ben, je peux le réécrire dans l'ordre. Ici, je ramasse un moins en faisant une transposition pour inverser mes éléments ici dans le produit wedge. Donc, je me retrouve bien avec mon oméga initial. Et dans le fond, ce qui est important de remarquer, c'est que tout ça ici, là, je vais prendre les notations d'exercice, je pourrais l'appeler alpha 1. Celui-là ici, je pourrais l'appeler alpha 2. Donc, alpha 1, en fait, c'est égal au vecteur 3, 0, moins 1. Je vais faire une belle virgule. Et alpha 2, c'est égal au vecteur 0, 1, 0. Donc, j'ai écrit mon oméga comme alpha 1, wedge, alpha 2. J'ai réussi à le faire. La question, c'est, est-ce qu'on peut toujours le faire comme ça? Est-ce que je peux prendre une somme de plein de produits wedge, puis trouver des vecteurs tels que ça va faire, ça va être égal? La réponse, c'est que c'est vrai dans certaines dimensions. Donc, de mémoire, tous les 1 vecteurs, ça marche, évidemment. C'est un peu trivial. N-1, ça va être vrai aussi, toujours. Et en fait, on se rend compte que trivialement aussi, pour N, ça va être vrai. Puis je pense que le dernier que c'est toujours vrai, c'est les zéros. Et c'est ça. Donc, après ça, il peut y avoir des vecteurs décomposables. En fait, on appelle ça un vecteur... c'est ça, un 2 vecteurs va être simple si tu es capable de l'écrire comme ça. Donc, un n vecteur, ou un k vecteur, pardon, va être simple si tu peux l'écrire comme wedge de k vecteur. Je vais vous donner un exemple où c'est pas le cas, où c'est la pas le cas, où ce n'est pas le cas. Donc, on a, je pense, l'exemple classique que j'ai en tête, là. Ici, on va se prendre une forme qui est une 2 formes sur R4 cette fois-ci. Et on va prendre E1 wedge E2 plus E3 wedge E4. Et là, à ce moment-là, cette forme-là, je ne peux pas la compresser. Elle ne s'écrit pas. C'est une 2 formes, donc techniquement, je pourrais trouver 2 vecteurs tels que ça soit vrai. Mais on peut montrer que c'est impossible de le faire. Il y a des 2 formes qui sont des 2 vecteurs qui sont sur R4 et qui sont simples, qu'on peut décomposer, mais c'est pas tout. Donc, en fait, la question, je pense que j'ai fini de faire le tour, là, on va commencer à attaquer le problème. En passant aussi, là, ceux qui ne veulent pas avoir ces explications-là, vous avez juste à avancer la vidéo, ou encore, je vous encourage tout simplement à écouter la vidéo peut-être en accéléré, x1.5 ou même x2. Je pense que je parle pas si vite que ça, donc c'est ça, vous avez le droit de... C'est meilleur qu'en démonstration, en fait, vous pouvez me mettre sur pause, m'accélérer. Donc, là, on peut commencer à attaquer la question, parce qu'on a compris le sens de la question. Donc, si on pige un élément au hasard qui est un n-1 vecteur sur V, et on veut montrer qu'on est capable de l'écrire comme qu'on a fait ici dans notre exemple concret, avec des alpha n. Donc, on va commencer. Je vais mettre une petite barre ici. Donc, on se donne une n-1 forme tout à fait générale, soit alpha élément de n-1 sur Rn. Alors, on va utiliser l'indice tout de suite. On a que si je l'applique, ça va être un élément de 1
sur Rn. Ça, c'est isomorphe à Rn. Si je veux dire, posons, je vais prendre, on va dire, il y a un vecteur dans Rn qui est exactement égal à Hodge de alpha, donc je vais l'appeler U tout simplement. On peut ensuite compléter U en une base ok, non, en fait, attendez, je viens d'avoir une meilleure idée. On se donne ensuite une base de Rn orthonormée telle que en fait, on se donne une base. Je vais lui donner tout de suite des noms. Peut-être, en fait, ça va être les alpha i en question. Donc, on a une base. Puis, je veux que alpha 1, en fait, ce sera rien d'autre que le vecteur u divisé par sa norme. Donc, autrement dit, ce que je fais, je suis dans Rn. On peut s'imaginer que ça, c'est Rn. J'ai mon vecteur u ici. Alors, je prends une version unitaire de u. Ça me donne ce vecteur-là. Et après ça, je complète cette base-là de façon à ce que tous les autres éléments dans la base ils soient aussi unitaires, donc normés, et toutes perpendiculaires les uns les autres. Donc ça, je suis capable de le faire. Et en fait, cette construction-là, c'est parce que j'ai joué avec le problème que je sais que c'est ça qui va nous aider. C'est un problème difficile. Donc ici, on étudie l'indice dès le début, mais c'était vraiment juste le début. Là, j'ai passé plus qu'une après-midi à réfléchir sur ce problème-là. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe par après? Qu'est-ce qu'on a? On va voir si je fais Hodge de U. En fait, c'est ça. Je vais faire Hodge de U, mais pas tout de suite. Avant, je veux juste qu'on observe quelque chose. Ici, ça serait plus ainsi. Observons que si je fais U, wedge, alpha 2 jusqu'à alpha n, ça c'est égal à, en fait, je pourrais écrire comme ça. Donc ici, c'est vraiment juste parce que, à cause de la définition là, dans le fond, alpha 1, c'est une version normalisée de U. Donc si je multiplie par la norme, je redeviens, ça c'est absolument égal à U. Là, le U, je peux le tasser en avant. Fait qu'il me reste alpha 1 jusqu'à alpha n. Et là, je vais utiliser la proposition qu'on a vue, je pense, dans le numéro 2. Donc, toutes les bases orthonormées
donne le même n vecteur à un signe près. Je pourrais même dire quelque chose, on se donne une base orthonormée et ici je rajoute le orienté naturellement. En fait, ce que je veux dire, c'est que je veux que ça ait la même orientation que la base canonique. Et de même, parce que je veux pas ramasser le signe moins. Quoi que ça change absolument rien. On va, on va le faire pareil puisque j'ai déjà commencé. De même orientation que la base des EI. Donc j'ai une autre base orthonomée de même orientation. Fait que ça fait que je peux vraiment écrire ça ici. Donc pour ceux et celles qui ne comprennent rien de ce que je viens de faire, c'est parce que vous n'avez pas regardé l'exercice 2. On a une proposition qui nous dit que ici je peux faire ce passage-là. Deux bases orthonormées sont pareilles à un signe près, le signe dépendamment de l'orientation. Puis ben, je pense que j'aurais pu m'en sortir même avec un négatif, mais tant qu'à faire, je l'enlève, donc je prends la même orientation. Et ça, en fait, ici, c'est quoi? Si j'avais... dans le fond, je réalise que j'ai juste un signe, une norme de plus. Donc, je reviens en arrière. Je divise tout ça par... En fait, peut-être que la façon la plus simple, ce serait de l'insérer ici. 1 sur norme de U. Je sais que c'est pas très beau. À fond, c'était pour le faire plus pédagogique. Et là, et après ça, je peux faire le même raisonnement. Ou, attends, je suis en train de... Ça va être un peu niaiseux ce que je vais faire. Donc, en fait, ce que je réalise, je vais le faire comme ça. Implique que U, wedge, jusqu'à alpha n, ça c'est égal à E1 jusqu'à En. À la fois, j'aurais pu vous parachuter la réponse directement, mais je voulais faire ce développement ici là, pour que vous voyez qu'est-ce qui se passe. Et ça implique que Hodge de U, en fait, c'est égal à alpha 2 jusqu'à alpha n. Parce que c'est ce qu'il faut faire le wedge. Quand on wedge avec ça ici, on obtient la forme volume. On peut l'écrire sigma si vous préférez. Et c'est ça la définition, notre définition de travail. Donc on a trouvé l'image de ça. Et là, ben, on a presque terminé. En fait, U c'est égal à quoi? C'était déjà étoile de notre alpha, notre vecteur original. Si on remonte en haut, U c'est étoile de alpha. Alpha c'est une n moins une forme. On l'a envoyé dans les une forme. Et ça c'est égal à quoi? C'est égal à moins 1. Et là, la définition formelle, en fait, c'est K n moins K. Ça, c'est pour le K général. Ici, K est égal à 1. Donc, tout ça, je peux juste l'écrire comme n moins 1 alpha. Quand on prend, dans le fond, Hodge est presque son propre inverse. Il est son propre inverse à un signe près. Et ça, c'est égal à quoi? C'est égal à puis en fait même ça pourrait être plus joli si au lieu d'écrire ça, je peux peut-être écrire juste K une constante. Et là, ben, nous autres on sait que K c'est égal à 1 sur la norme de U.
Et ben ça, c'est exactement ce qu'on voulait. Je pourrais encore écrire une ligne de plus. Ici, j'ai aucun indice sur le n, donc tout ce que je peux faire, c'est écrire plus ou moins k, ou même encore, je peux mettre k'. Mais en fait, on a réussi à écrire notre n- forme comme le produit extérieur de, je vais devoir monter, n-1 vecteur. Donc, c'est cela, on a réussi. Alors, c'est tout ce que j'ai à dire pour ce problème-là. Salut!